Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 8, Juliette, près de Montpellier. Nous voici pour ce 8e épisode de ma tournée des podcasts avec les gens qui rêvent, donc que j'ai fait lors du Tour de France que j'ai fait cet été. Et donc aujourd'hui, je suis accueillie par Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Julie. Donc on est installé dans ton jardin, à côté de la piscine. Et il fait très chaud aujourd'hui. Il fait chaud. Donc on s'hydrate. Mais on est plutôt bien installés. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et présenter le rêve que tu as réalisé ou que tu es en train de réaliser ? Oui, donc je m'appelle Juliette. J'habite dans la région de Montpellier. Et je suis psychologue clinicienne. Je suis également sophrologue. Je pratique l'hypnose, le l'EFT, la lecture énergétique et l'activation de Kundalini. Donc ça, c'est mon activité principale. Et mon rêve, parce que à côté, je suis une voyageuse. Je voyage beaucoup depuis plusieurs années. Je voyage seule, principalement. Et mon rêve, c'était d'organiser des retraites thérapeutiques dans d'autres pays. Et j'ai réalisé mon rêve avec le premier voyage qui a eu lieu en 2023 d'une retraite thérapeutique et spirituelle à Bali. Donc c'est assez récent finalement. C'est assez récent. C'est assez récent. Ouais. Ouais. Alors c'est un projet qui date dans ma tête, mais qui a mis du temps à se construire parce que j'avais envie de faire quelque chose avec l'Asie depuis bien 15 ans, voire plus. Et puis, petit à petit, le projet s'est construit. Avant, j'étais salariée, donc la question, elle se posait même pas. Et puis, par la suite, je me suis mise à mon compte. J'ai développé tous mes outils. Dans mes outils, j'ai des ateliers qui peuvent se construire. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de partir. Donc, en janvier 2023, je suis partie à Bali dans l'objectif de construire ce premier projet. D'accord. Et alors, d'où ça te venait ce rêve ? Pourquoi spécifiquement des retraites spirituelles ? Pourquoi Bali ? Pourquoi l'Asie ? Alors, l'Asie, parce que j'adore. Voilà. Pour moi, dès que j'arrive là-bas, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre. Je trouve que l'énergie est magnifique. Les Asiatiques ont un accueil que j'adore. Voilà, une manière de voir la vie qui est très différente. Et moi, je m'y sens très très bien. Et j'avais envie de partager ça, en fait. Je sais que beaucoup de personnes me disent comment tu fais pour voyager seule ? Moi, je pourrais pas. Et donc, j'avais aussi envie, en fait, de permettre à des personnes qui osent pas partir toutes seules, d'aller faire ce voyage-là et de faire un voyage où on rencontre vraiment aussi la population, la culture, pas juste un voyage où on va dans les hôtels et dans les trucs touristiques. C'était pas mon objectif. Et puis, de faire une retraite, parce que c'est mon cœur de métier, que j'adore ça et que j'avais envie de concilier les deux. Et puis, pourquoi Bali exactement ? À cause de l'énergie. Il y a une énergie à Bali qui est vraiment particulière. Tu n'es pas la première à me le dire. Ah, mais c'est incroyable. Et j'en ai fait beaucoup, des pays. J'ai fait des très beaux pays. J'ai visité d'autres pays où il y avait la culture bouddhiste, hindouiste, où ils sont très accueillants. Mais à Bali, il y a un truc vraiment particulier de l'énergie. Tu arrives et tu le sens immédiatement. L'accueil des Balinais est vraiment incroyable. Tous le sourire. Ils ont vraiment dans cette culture de faire du bien à l'autre, même si toi, tu as des problèmes, en fait, l'autre n'a pas à le sentir. En fait. Il y a vraiment cette culture-là et une culture d'accueil. Et puis, énergétiquement, ça, c'est un peu difficile à expliquer parce que c'est pas notre mental qui peut le comprendre. C'est vraiment un ressenti. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se dépose. Et pour moi, l'objectif de cette retraite, en fait, c'est d'être dans un espace où on va complètement déconnecter. Donc, on est coupé de nos codes occidentaux.
parce qu'ils fonctionnent pas de la même manière, que la vie grouille différemment, les odeurs, les senteurs sont différentes et sont très fortes. Cette moiteur aussi, elle nous met dans une autre ambiance, et en fait, ça nous permet vraiment de déconnecter de nos habituations, de tout ce qu'on connaît et qui sont un peu ce sur quoi on se retient. Et ça va nous permettre en fait du coup de déconnecter de nos croyances, de nos habitudes, et de pouvoir plus facilement envisager une reconstruction, une déconstruction de nos croyances et une reconstruction différente. Et puis dans un voyage, on va être beaucoup connecté à soi par le massage, par l'alimentation qui est différente et qui est pleine de saveurs, donc on joue aussi là-dessus, par rapport à une végétation extrêmement luxuriante, que ça soit la jungle, les rizières, les plages qui sont et la mer qui est vraiment incroyable. Donc on va se ressourcer en fait à la nature, à notre intuition, et puis par les ateliers. Et ben ça va nous aider en fait à revenir en fait vraiment à notre essence, à qui on est nous, à ce que l'on veut nous, comprendre qu'est-ce qui nous bloque, quels sont nos freins, et donc on va utiliser après des outils pour venir débloquer ça et se retrouver dans un meilleur alignement avec soi. Et alors, est-ce que tu dirais que c'est le fait de sortir de sa zone de confort habituelle qui permet ça par rapport à tout ce que tu expliques, de différentes températures, taux d'humidité, senteurs, etc. Et surtout, ça c'est ma question, c'est mon obsession, qu'est-ce que c'est d'après toi la zone de confort? Je demande à une spécialiste, donc normalement. Alors, la première chose, c'est pas le seul point, le fait d'être oui, en c'est tout dehors. l'accompagnement à côté, bien sûr. Mais c'est un plus en fait. C'est-à-dire que pour moi, faire ce qu'on fait, par exemple, en rentrant chez soi le soir et être dans son quotidien, dans sa ville, ça va pas avoir le même impact. Quand on part comme ça à l'étranger, on est complètement désorienté dans nos codes, et ça nous permet en fait de réencoder tout simplement au niveau neuronal, de mettre en place d'autres chemins neuronaux, parce qu'on n'est pas dans les mêmes habitudes. On sait très bien qu'il suffit dans ta semaine, il suffit que tu mettes une habitude différente pour que tes chemins neuronaux se fassent différemment. Je rigole parce que moi je pense que depuis une semaine, mes chemins neuronaux on n'a plus la carte, on sait pas où on va. Et donc du coup ça permet une nouvelle reconnexion en fait. Ouais. Donc de déconnecter de tout ça et d'être soumis à plein de nouveautés, et ça permet en fait une reconnexion. Ce qui fait que quand on va venir travailler sur soi en même temps, ça vient renforcer les effets du travail effectué dans les ateliers. Oui. Et après on a une deuxième partie dans la retraite que je propose, où on rencontre un Balian. Donc le Balian, c'est le guérisseur traditionnel balinais, et donc on va avoir aussi tout ce travail avec un Balian. Ouverture de la spiritualité avec des cérémonies dans les cascades sacrées, un soin avec lui, et qui là vient encore sur un autre plan encore ouvrir et renforcer le travail que nous on a préparé dans les ateliers en fait. Donc il y a toute une évolution. Et après pour moi, qu'est-ce que c'est que sortir de sa zone de confort? Alors, moi je l'appelle pas la zone de confort parce qu'elle est extrêmement inconfortable, je l'appelle la zone d'habitude. Oui. Et c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui nous rassure, parce que notre cerveau, il n'aime pas les changements, il aime pouvoir projeter, il aime pouvoir anticiper, sauf qu'en fait, il nous enferme dans des cycles qui nous paraissent rassurants, mais qui en fait sont complètement enfermants. Et comme notre inconscient va vouloir reproduire des traumas du passé, avec l'espoir cette fois-ci d'avoir une happy end, on se retrouve dans une boucle, à se retrouver dans des situations pourries de nouveau à chaque fois, et on n'arrive pas à sortir de là. Ouais. Ok, merci pour cette définition. Et alors, par rapport à ces voyages que tu organises, quel a été le déclic pour commencer à les organiser? Est-ce qu'il y a un instant précis où tu t'es dit c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, ou est-ce que c'est venu naturellement avec l'évolution? Alors en fait, j'ai fait progressivement. Dans un premier temps, je suis partie en vacances. Alors, je travaillais avec un coach à l'époque et je faisais beaucoup de coaching par téléphone. Donc, j'avais beaucoup de personnes par téléphone. Et je me suis dit, je vais aller le tenter, de voir comment ça se passe quand je pars à l'étranger. Est-ce que je peux toujours continuer à travailler? Donc, j'ai fait un test. J'étais partie en mer Rouge. Et donc, pendant une semaine, j'ai travaillé de là-bas.
Ensuite, j'ai fait un test en Thaïlande. Je suis partie un mois en Thaïlande et j'ai fait 2 semaines, pardon. Et dans ces 2 semaines-là, j'ai fait à la fois des coachings que j'avais par téléphone et à la fois mon cabinet en visio pour voir si ça fonctionnait. J'ai vu que ça fonctionnait très bien, tout fonctionnait, tout roulait. Et là, je me suis dit, ok, donc là maintenant, je peux passer à l'étape suivante. Et là, c'est bon, je pars 4 mois et demi. Je m'étais donné 4 mois et demi pour partir en Indonésie et notamment à Bali. Et alors, c'était pas ma première fois à Bali, donc j'avais un peu en tête déjà l'itinéraire que je voulais, et puis de lancer le projet. D'accord. Donc finalement, c'était assez construit et tu as juste fait une phase test et après, hop, c'était parti. Ouais, voilà. Moi, j'ai été quand même testée. Je voulais pas prendre le risque de partir et puis que ça fonctionne pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je fonctionne pas de la même manière que j'ai fonctionné au tout début où j'arrêtais pas de bouger. En fait, avec le Wi-Fi et tout, c'était trop compliqué. Donc maintenant, je reste à un endroit le temps de faire mes séances. Et puis ensuite, je pars et puis j'organise les choses. Et puis maintenant, le voyage, il est organisé en fait. Oui. Donc, tu organises ces voyages-là à des fréquences régulières? J'en ai organisé un en novembre dernier. On voulait, parce que j'étais avec quelqu'un à cette époque, on le faisait à 2. On voulait le faire en mars, mais l'agence parce qu'on est obligé de passer par une agence de voyage. Donc l'agence de voyage avec laquelle on avait travaillé a demandé une augmentation qui était vraiment hallucinante. Et on a fait non. Donc le temps de retrouver une agence et tout ça, celui de mars qui était prévu a pas pu avoir lieu parce ça nous a trop pris de temps, on n'était plus dans le timing. Et là, le prochain, il est prévu du 10 au 23 novembre. Ok. Voilà. Parce qu'il fait beau en plus là-bas en novembre. On fait toujours meilleur qu'ici de toute façon. Il fait toujours bon de toute manière. Après, il peut y avoir de la pluie, mais quasiment il y a une grosse saison de pluie, puis il y a de la pluie un peu tout le temps. Mais ouais, il fait bon. Il y a pas d'hiver quoi. Ouais. Et alors, au niveau de l'organisation, c'est toi qui trouves les lieux d'hébergement et qui organise les ateliers, mais c'est un tour opérateur qui se charge du voyage. En fait, j'ai construit le voyage, tout. Et puis, je me suis confrontée aux joies de l'administration, de la légalité et compagnie. Ouais. Donc, du coup, je passe par une agence de voyage. Ok. Et alors, on parle d'administration, des fois ça peut engendrer ce genre de choses. Avant de te lancer, ou quand tu t'es lancé, est-ce que tu as rencontré des peurs par rapport à la réalisation de ce projet-là? Ah bien sûr. Déjà de partir 4 mois et demi, laisser ma maison, mes animaux, ça a déjà été énorme. Donc personnellement, ça a été déjà un challenge. Mais en même temps, au fond de moi, je savais que c'était ce que j'avais à faire. Donc voilà, je l'ai dépassé. J'avais des craintes pour le cabinet, savoir si ça allait fonctionner. Et puis après, oui, il y a toujours des peurs. En fait, je crois que quand on construit quelque chose de nouveau et qu'on ne sait pas encore où on va, il y a toujours des peurs. Après, c'est à nous de décider si on laisse les peurs décider et prendre le dessus ou si on avance. Ça me rappelle un échange que j'ai eu justement hier avec Alicia, où elle me disait non, mais moi j'écoute mon cœur. Je suis d'accord. Et comment tu fais la différence entre écouter ton cœur ou écouter ta peur? Parce que des fois, c'est un petit peu intriqué et c'est difficile de distinguer les deux. Ouais, c'est cette question de l'intuition qui est pas toujours facile. On dit écoute ton intuition et mais c'est pas toujours simple de savoir si c'est l'intuition ou si c'est la peur qui nous dit de pas y aller. Moi, je le fais dans le sens où quand je m'y projette, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et si tout est ouvert et que je suis bien, c'est que c'est mon intuition qui me dit d'aller là-dedans et que c'est les peurs qui m'en empêchent. Si quand je me projette dans une situation, c'est fermé, je sens que mon cœur, ça se compresse, c'est que là, c'est pas pour moi, c'est pas le bon projet pour moi. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait une peur qui soit qui soit liée avec un traumatisme très fort qui n'ait pas été résolu, que tu puisses penser que justement ça se sert à ce moment-là parce que c'est de l'anxiété à l'idée de revivre un trauma et que ton corps, ton cœur te préviennent qu'il faut pas aller par là parce que c'est dangereux? Alors, on n'est jamais à l'abri de ça. Après, je pense que je travaille tellement sur moi parce que tous les outils que je propose, je les ai pratiqués et je continue de les pratiquer. Et j'ai pas juste fait mes formations et derrière je pratique pas. Donc en fait, je travaille énormément sur moi et quand je vois qu'il y a une peur et que c'est une peur qui potentiellement peut m'empêcher d'avancer, je vais la travailler. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Donc finalement, les peurs que tu as eues, elles se sont pas réalisées.
99% de nos peurs ne se réalisent jamais. Donc, heureusement. donc non, les peurs que j'ai eues ne se sont pas réalisées. Il y en a eu que j'ai eu et qui se sont réalisées. Hein. Pour mon activité de cabinet, ça n'a pas toujours été simple. Voilà, je l'ai traversé, j'ai trouvé des solutions. Et comme on dirait à Bali, toujours solution. C'est simple, efficace. Toujours solution. Ok. Et donc, par rapport à ce que tu anticipais quand tu t'es lancé dans ce projet, est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais ou est-ce que c'était différent, mieux, moins bien? Alors non, tout s'est pas passé du tout comme je le voulais. Hein. Administrativement, ça a bien galéré au point où j'ai cru que ça allait pas se faire. Après, la retraite en elle-même, elle était encore mieux que ce que j'imaginais. En fait, c'était juste magique. Vraiment un moment magique. Et puis après, dans la continuité, tu rencontres des déboires, des épreuves, des choses qui sont à dépasser et puis auxquelles t'avais pas forcément pensé parce qu'on peut pas penser à tout. Mais rien d'insurmontable. Est-ce que tu as une anecdote d'un truc auquel tu t'attendais pas du tout et que tu as eu du mal à surmonter? Alors du mal à surmonter, non, finalement ça a été surmonté, mais au début ça a été de monter ma boîte là-bas. On avait constitué tous les dossiers et au moment de poser notre dossier, la semaine même, la loi a changé à Bali. Ah. Voilà, par exemple. Genre de petit timing. Genre de petit timing qu'on aime bien. Ok. Et alors, bon, ma question suivante, on va voir si elle est pertinente par rapport à ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu considères qu'il y a quelque chose qui a planté dans la progression? Pour le meilleur ou pour le pire, mais quelque chose qui n'a pas voulu fonctionner. Il y a plein de choses qui n'ont pas voulu fonctionner. Le fait, que je voulais pas forcément passer par une agence et que je voulais moi monter un truc, ça n'a pas fonctionné. Le fait, attends, il y avait un truc que je voulais dire, je sais plus, ça y est, c'est déjà parti. Qu'est-ce qui avait pas fonctionné? Le voyage qu'on voulait faire en mars, ce qui a pas fonctionné. Le partenariat avec la première agence, du coup, qui s'est pas poursuivi. Donc, il va falloir retrouver une autre agence. La collaboration aussi avec mon associé qui n'a pas continué. Donc il y a plein de choses en fait qui étaient pas du tout forcément prévues et qui sont pas faits, mais peut-être pour le mieux. Oui, c'était ma question suivante. Est-ce que tu en as tiré un enseignement de ces choses qui n'ont pas fonctionné comme tu le souhaitais? Ouais, il y avait des choses qui étaient pas justes, qui étaient pas forcément alignées. Et puis il y avait d'autres choses. C'était bon et juste pour cette étape-là. Et il y a une autre étape après à passer en fait. Je pense par exemple à l'agence de voyage, ça s'est très bien passé avec l'agence de voyage sur la première, et puis après tout d'un coup elle a refait ses comptes et ça lui allait pas et elle a demandé une augmentation qui était vraiment pas possible pour nous parce que ça entraînait du coup un coût de voyage qui est trop onéreux pour les gens qu'on accueille. Là, il a fallu retrouver une agence, mais peut-être pour le mieux parce que, alors, j'ai pas encore fait un voyage avec cette nouvelle agence, mais ça sera peut-être mieux en fait avec cette nouvelle agence. Et puis si c'est pas le cas, ce sera une troisième agence. Et peut-être que ça sera encore sur une autre modalité une prochaine fois parce que les choses elles évoluent. Que moi, je souhaite en faire un aux Philippines aussi, donc ça sera forcément pas avec l'agence de Bali. Donc peut-être que c'est encore un autre fonctionnement qui se fera à partir d'une agence internationale sur plusieurs pays. J'en sais rien en fait de où est-ce que ça va aller par la suite. D'accord. Et alors, à contrario de toute cette organisation, de quoi tu es la plus fière? De l'avoir fait. L'avoir fait. D'être allé jusqu'au bout, d'y avoir cru, d'avoir dépassé toutes ces épreuves. Là encore, j'en traverse et à chaque fois, de retomber sur ses pattes, de continuer d'avancer, de rebondir, de continuer en fait à avancer à chaque fois. Et si je regarde là, c'était quoi, il y a 6 ans, je crois que j'ai quitté le salariat, et jamais j'aurais pensé être capable de faire ça. Jamais j'aurais imaginé ça. Donc parce que avant tu étais salariée en tant que psychologue aussi? D'accord. Ouais.
J'ai été 13 ans salariée. Mm. Non, en accompagnant des adultes autistes et psychotiques, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et alors, je déborde un petit peu, mais quel était le déclic pour passer du salariat à la profession libérale? Bon, après, c'est un gros débat, mais médico-social, c'est très compliqué actuellement. Et puis, je pouvais pas continuer dans ces conditions-là. Donc, c'était pas le sujet en lui-même, c'était les conditions de travail qui t'ont fait prendre la décision. Ouais, puis les conditions d'accompagnement, voilà, qui sont juste plus possibles aujourd'hui, à mon sens, et les conditions de travail, de manière de traiter les salariés et compagnie, qui sont quand même beaucoup dans le dévouement et qui sont très maltraités. Donc c'est difficile de voir ça. Et puis moi je me suis battue pendant 10 ans. Je suis restée 13 ans là-bas. Je me suis battue pendant 10 ans pour essayer de sauver pas mal de choses. Puis au bout d'un moment j'ai fait non, je vais y laisser ma peau quoi. Donc je suis partie. Ouais. C'est triste parce que je pense que c'est pas le seul milieu où on demande beaucoup de dévouement et il y a peu de reconnaissance et d'amélioration des conditions de travail derrière, quoi. J'en parlais encore hier avec un gars qui quelqu'un que j'ai un blablacar que j'ai pris, je vais y arriver, et qui me parlait de ça aussi, du fait que les conditions de travail, c'est pas très attrayant et qu'il y a peut-être une remise en question à faire au niveau du fonctionnement d'une des entreprises, mais encore plus des organismes qui accueillent. Ouais, parce que là c'est carrément légal. Enfin, c'est vraiment les consignes d'accompagnement et tout qui sont à remettre en cas. Ah ouais, qui sont, à mon sens, maltraitantes. Ok. Voilà. Donc moi j'ai dit non, je peux pas continuer, je peux pas cautionner. Et donc ça s'est arrêté. Et puis là pour moi c'était non, je peux pas continuer parce que ça se répand en fait. Donc je partais de là, mais je risquais d'avoir grande chance de retrouver à peu près les mêmes situations dans d'autres établissements. Et donc là j'ai fait non, maintenant je veux travailler dans mon éthique. Et donc c'est pour une question d'éthique que je suis partie et que j'ai décidé de m'installer à mon compte. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont ce genre d'impératif, on va dire, et d'autres qui se satisfont d'un certain fonctionnement en se disant au moins j'ai mon confort ou j'ai ma sécurité? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est un événement qui vient bouleverser ce fonctionnement et qui rend le train-train, tout ce que ça peut avoir de péjoratif, intolérable? Je pense que c'est une reconnexion à soi qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer. Alors, je pense qu'il y a un conditionnement dans lequel on est. On nous donne une directive, on nous donne des schémas dans lesquels on doit être, dans lesquels on doit rentrer. Puis nous on les suit. On nous dit que c'est ça qu'il faut faire et que c'est là où on sera heureux. On croit, donc on y va, et je crois qu'il y a une partie des personnes qui restent en fait dans ce fonctionnement-là sans s'interroger, même s'ils sont pas heureux, même si ça leur convient pas, même s'ils font abstraction de beaucoup de choses. Et puis il y en a d'autres où non, ça vient trop percuter sur leur intégrité. Moi, en tout cas, ça a été cette question. C'était vraiment mon intégrité en tant que personne qui venait être heurtée par ce que je voyais et qui fait que là, en fait, non, c'est plus possible. Et moi, ça s'est déclenché par des burn-out. Les fameux. Les fameux. Il y a une épidémie, quand même. C'est fameux, mais pour moi, les burn-out sont des cadeaux, parce que c'est ce qui nous permet de voir que ce n'est pas possible et qu'il va falloir faire autrement. De toute façon, toute souffrance est là aussi, je pense, pour nous pousser à voir les choses différemment. Quand on ne veut pas voir, à un moment donné, le corps, il nous dit. Exactement. Donc je pense qu'il y a une partie aussi, à un moment donné, on n'a pas le choix, parce que c'est le corps, c'est l'inconscient qui vient dire là, stop en fait. Ok, les conditionnements, ok le mental, ok l'ego, ça c'est une part, c'est ce qu'on a suivi mais il y a un moment donné où notre vrai soi va se manifester et il va se manifester souvent en se prenant le mur. Ouais, donc finalement c'est le fait d'avoir un seuil de tolérance à une certaine dissonance assez bas qui fait que on supporte plus les contradictions. Je fais le parallèle moi avec les chevaux puisque je viens du milieu équestre et quand je travaillais en centre équestre, je suis partie pour la même raison que toi. Moi, je suis restée 3 ans, j'ai fait j'aime pas comment on traite les chevaux, et à défaut de pouvoir changer le système, je vais faire mon système à moi ailleurs. Et en fait, c'est un constat que j'avais fait en regardant les meilleurs entre guillemets chevaux de club. C'était ceux qui toléraient le plus les erreurs des cavaliers, c'est ceux qui étaient le plus appréciés par les cavaliers parce que ils mouftaient pas trop, quoi.
Et je me dis, finalement, les chevaux qui étaient les plus délicats et les moins appréciés par les cavaliers, c'est des chevaux qui avaient une tolérance plus basse à la souffrance, clairement, on peut pas dire les choses autrement. Et ben moi, c'est ceux que je préférais parce que c'est ceux qui faisaient le plus progresser les cavaliers, mais en même temps, voilà, on sait aussi que les chevaux de club, c'est un peu la chair à canon, quoi. Ils sont sacrifiés parce que les débutants sont forcément maltraitants sans le vouloir, sans même le savoir. Et donc, ouais, c'est moins on tolère et plus on sort du système vite, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un moment donné, il y a une partie de nous qui dit que c'est plus ok. Après, je pense qu'effectivement, plus on est sensible, plus on est connecté en fait avec soi, avec son âme, avec sa véritable identité, et moins on peut accepter ça. Donc, je pense que plus on a travaillé sur soi aussi, et moins on peut accepter tout ça. Ah oui. Après, si on remonte encore, j'aime bien toujours aller à la racine du mal. C'est pourquoi on a travaillé sur soi. C'est parce qu'à la base, on était en souffrance parce que cette hypersensibilité à ça, enfin. Alors, je pense il peut y avoir par souffrance. Et après, je pense que beaucoup de thérapeutes, on est là-dedans, c'est pas aussi par curiosité et compréhension de l'être humain. D'accord. Moi, je sais que je suis mon premier terrain d'exploration et pour comprendre les choses. Donc, ben oui, c'est comme le gars qui est passionné de mécanique qui veut devenir mécano, il commence par farfouiller dans son moteur avant d'aller toucher le moteur des autres. Hein. Sauf que mon objet, du coup, c'est moi. Et alors, si tu avais un conseil à donner à une personne qui voudrait réaliser son rêve mais qui n'ose pas se lancer, qui n'arrive pas à passer le cap, ouais. Ou alors, je sais pas, un conseil que tu te donnerais à la toi d'il y a quelques années avant de te lancer, qu'est-ce que ce serait? Alors, de manière assez bateau, c'est d'écouter son cœur. Et puis d'aller travailler sur ses peurs. Parce qu'elles vont pas partir toutes seules. Malheureusement. C'est ça. Et alors, pour travailler sur ses peurs, toi, tu recommandes donc les outils que tu utilises, il y a d'autres choses. Donc, tu parlais d'hypnose, de sophrologie, de FT. Ouais, moi, pour travailler sur les peurs, j'aime beaucoup le FT. Moi, c'est un outil avec lequel j'ai des super résultats. Il y a l'hypnose aussi. Après, on parlait de l'activation de Kundalini. Ça permet aussi de libérer certains patterns. Tu peux expliquer un petit peu? C'est vrai qu'on en a parlé avant d'enregistrer. Ouais, l'activation de Kundalini. Alors c'est une technique qui va nous mettre dans un état modifié de conscience par lequel on va en fait venir faire circuler l'énergie vitale. La Kundalini, c'est l'énergie vitale, et qui va venir circuler dans le corps, et en faisant circuler cette énergie-là, on va venir débloquer certains blocages, donc corporels, émotionnels. C'est pour ça que je dis que les peurs, à mon sens, peuvent aussi être traitées dans l'activation de Kundalini, parce qu'on vient libérer certains schémas, en fait. Ok. Merci pour cette explication qui est fort tentante. Et alors, dernière question, est-ce que tu voudrais présenter tes voyages et surtout le côté logistique pour savoir déjà, est-ce que n'importe qui peut venir? Ou est-ce que c'est forcément des gens qui sont déjà en travail avec toi? Ah non, tout le monde peut venir en soi, c'est pas forcément les personnes qui travaillent avec moi. Après, je recommande que ce soit des personnes qui aient aussi une ouverture sur la question de la spiritualité, parce que c'est thérapeutique, mais il y a aussi tout un pan de la spiritualité. Donc, si on n'est pas du tout ouvert à ça, ça va pas correspondre et répondre aux attentes. Et puis par contre, après, il y a un échange. Il y a un temps d'échange, moi, en direct, pour m'assurer que la retraite correspond aux attentes de la personne, et puis et que la personne, elle peut correspondre aussi au groupe qui sera présent, pour qu'il y ait aussi une certaine homogénéité. Oui. Et donc, c'est un groupe de combien de personnes? 10 maximum. Ok. Et 6 minimum. Ça reste en comité suffisamment restreint. Ah oui, pour oui, parce que moi, une émulation, quoi. Ouais, je fais des ateliers, puis il y a des séances en individuel. Donc, ah oui. Voilà. Ok. Et alors, si on veut donc te contacter, s'inscrire éventuellement, comment ça se passe?
Et ben j'ai une page d'information où on retrouve toutes les informations et le programme. Donc tu as un site qui s'appelle? Alors il s'appelle juliette-philipps.fr/retraite-bali. Merci. Donc les gens peuvent te contacter par ce biais-là ou sinon sur Facebook, Messenger, Instagram. Et ton pseudo sur Facebook, c'est Juliette la psy. C'est ça, exactement. C'est Juliette la psy, tout attaché. Oui. Super. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter ou... Non, pas spécialement, sauf si tu as d'autres questions. Sûrement, mais en tout cas pour ce qui concerne ton projet qui est super beau et ça donne envie de s'inscrire, je t'avoue. Je pense que c'est clair. Et je te remercie déjà d'avoir accepté de participer à mon podcast et de m'accueillir. Merci à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour tous tes autres projets, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Salut.